chlorhexidine, donc on l'utilise comme... vous m'entendez? Tout le monde m'entend? Vous arrivez à voir l'écran? Oui, madame. Oui, Allez. madame. Allahu Akbar. Ok. Alors, la chlorhexidine, donc on a parlé que... Oh là là. Il est utilisé comme produit d'irrigation, également comme produit en interséance. Il a un effet de rémanence. C'est quoi un effet de rémanence? C'est qu'on peut lui... je vous ai expliqué ça, l'effet de rémanence. Est-ce que je l'ai expliqué tout à l'heure? Non. Madame, Oui. est-ce que vous réexpliquez l'effet de rémanence? D'accord. Donc, l'effet de rémanence, c'est quand vous laissez, vous savez c'est quoi, je vous ai expliqué c'est quoi en interséance. D'accord? Quand vous faites votre mise en forme canalaire dans une séance et vous allez reporter votre obturation canalaire dans une deuxième séance. Donc, le temps entre ces deux séances, c'est l'interséance. C'est entre deux séances. D'accord? Donc, entre ces deux séances, quand vous allez laisser la chlorhexidine à l'intérieur du canal. Donc, son effet, d'accord, son effet antibactérien, il ne va pas s'arrêter. Il va se continuer jusqu'à le jour où vous allez désobturer et faire votre obturation canalaire. C'est-à-dire que vous pouvez le laisser dans le canal, pas comme pour l'hypochlorite. Je vous ai dit que l'hypochlorite, vous pouvez le laisser, mais son effet ne dure pas trop longtemps. Là, l'hypochlorite, il n'a pas de qualité de rémanence. Par contre, la chlorhexidine, il a cette qualité qui va lui permettre d'agir pendant longtemps dans le canal. C'est-à-dire qu'on peut le laisser en interséance. Il va continuer son travail et son action à l'intérieur du canal. Est-ce que vous avez compris l'effet de rémanence? Oui, C'est clair. madame, c'est clair, oui. Merci, merci, très bien. Alors, donc, s'il y a quelqu'un qui n'a pas compris, il peut me signaler ça dans la boîte de conversation, d'accord? Alors, la rémanence est aussi, donc, cette rémanence, quand est-ce qu'elle est plus importante? Elle est plus importante quand la concentration est augmentée. Donc, à chaque fois qu'on augmente la concentration du produit, donc cet effet sera plus important. Également, donc on a parlé de ça également, il ne faut jamais utiliser les produits à la fois. Donc il faut toujours, quand vous allez utiliser l'hypochlorite de sodium, avant d'utiliser la chlorhexidine, irriguer avec du sérum physiologique ou avec de l'eau distillée, d'accord? Même pour le DTA. Donc il faut toujours utiliser un produit qui va nettoyer la cavité endodontique avant d'utiliser un autre produit. Également, on a l'hydroxyde de calcium. Je vous ai dit que c'est un produit, on a parlé de ce produit toujours, et vous allez travailler avec ce produit pendant durant toute votre vie, sauf si il n'y a pas eu découverte d'un produit encore plus important. Donc, c'est un produit qui est très ancien. Il est utilisé comme médication intracanalaire. On a parlé déjà de ce produit comme produit de coiffage, d'accord? Mais on l'utilise également comme médication intracanalaire. Sa formule CaOH2, chaud éteinte, chaud hydraté, chaud diluté. On a vu tout ça dans les anciens cours et TD. Alors, c'est une poudre blanche cristalline, elle est instable, il ne faut pas la laisser au contact de l'air, il faut toujours fermer la boîte et son pH est voisin de 12,4, mais si vous allez le mélanger avec du sérum physiologique, le pH va diminuer à 9,4. Mais ce qui est bien, c'est qu'il reste toujours, basique. Et c'est un produit également qui est agressif parce qu'il est alcalin, mais le fait qu'il n'est pas trop soluble dans l'eau et les tissus du corps, donc il va y avoir une toxicité moindre. Donc il faut savoir également que ce produit, on peut l'utiliser en préparation magistrale, qui est celle-là. Désolée, 2 secondes. Hein. Oui.
Elle est en cours. Voilà. Ça, allez, ça. Pardon. Donc, voilà. Donc, c'est la préparation magistrale que vous pouvez utiliser. Également, vous allez utiliser les préparations commerciales. Les préparations commerciales. Donc, on verra ensuite. Les préparations commerciales, je crois que je vous ai mis des images sur les préparations commerciales. On a parlé de ça en TD, même en cours. Je vous ai montré les tubes, les injections et tout. Vous pouvez trouver donc plusieurs formes d'hydroxyde de calcium, plusieurs présentations dans le commerce. Donc, les propriétés de ce produit, il a une action sur les tissus, qui a une action dentinogénétique. On a parlé de ça également. Il provoque une nécrose de coagulation superficielle. Et cette nécrose de coagulation superficielle, c'est elle qui va provoquer la formation de minéralisation à travers la formation d'une matrice fibrocicatricielle. Donc, tout ça, on a vu tout ça ensemble. L'action bactéricide est due à la présence des ions OH, d'accord? Et ces ions OH, c'est eux qui vont donner l'alcalinité du produit. Et vu que les bactéries vivent dans un milieu acide, donc la basicité, bien sûr, elle va éliminer ce milieu acide et elle ne va pas permettre aux bactéries de se développer. Donc, il a également une action anti-inflammatoire. Pourquoi cette action anti-inflammatoire? À cause de l'alcalinisation du milieu. Donc, le fait que le milieu devient alcalin, donc on va s'opposer à l'acidité qui est favorable au milieu inflammatoire. Donc, un milieu inflammatoire également, c'est un milieu acide, d'accord? Donc, la basicité va donc, elle va s'opposer à cette action anti-inflammatoire. Également, une action anti-hémostatique grâce aux ions calcium. Les ions calcium également, ils vont vous permettre d'avoir cette coagulation sanguine. Donc, il est utilisé, par exemple, quand vous allez réaliser votre obturation canalaire, parfois, si vous n'avez pas un canal sec, vous ne pouvez pas faire l'obturation canalaire. Je crois que le professeur Hadji vous a parlé de ça. On ne peut pas réaliser une obturation canalaire si on n'a pas un canal sec, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de saignement. Il faut éliminer, il faut assécher votre canal avant de faire l'obturation canalaire et, entre autres, le saignement. Généralement, on a un saignement si on a surinstrumenté notre partie apicale. Et ce saignement, vous pouvez l'arrêter en réalisant une obturation provisoire à l'hydroxyde de calcium. Donc, vous serez obligé à reporter votre séance d'obturation canalaire jusqu'à l'obtention d'un canal sec. Et ce canal sec, vous allez l'obtenir grâce à l'hydroxyde de calcium qui va vous permettre d'avoir une hémostase. Une hémostase. Alors, quand est-ce que vous allez utiliser le produit? Vous allez l'utiliser en cas d'apexification et apexogénèse. Bon, je crois que je me suis arrêtée là tout à l'heure. J'ai demandé aux étudiants, parce que j'ai parlé de ces deux formes de thérapeutique pendant les TD que j'ai eu avec les étudiants, mais est-ce qu'il y a certains étudiants qui ne comprennent pas c'est quoi une thérapeutique d'apexogénèse et d'apexification? Pour leur expliquer. Madame, j'ai pas compris. Vous êtes dans quel groupe? B. Ah, vous êtes avec moi. Qui fait que je vous n'avais pas compris? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? C'est deux, apexogénèse et apexification. Oui. Je les ai très bien expliqués pendant les TD. Ben allez, je vais vous réexpliquer.
Alors, vous savez, c'est quoi une dent immature, je crois, normalement. Hein? Oui, madame. D'accord. Une dent immature, donc on ne peut pas réaliser une obturation canalaire au niveau d'une dent immature qui n'a pas encore ou, non, on n'a pas eu encore une édification apicale. D'accord? Donc, on a un périapex qui est large. Donc, si on a une dent vivante, on a parlé des coiffages, des pulpotomies et tout dans les TD. Donc, les coiffages et pulpotomies, au niveau des dents immatures, donc quand c'est vivant, la thérapeutique, on va l'appeler apexogénèse. C'est-à-dire qu'on va mettre, la dent est encore vivante. Apexo, c'est apex, et génèse, c'est la genèse, la formation d'un pont dentinaire. Et ce pont dentinaire ne va être formé que si on a mis de l'hydroxyde de calcium au contact du tissu vivant. D'accord? Donc, le fait qu'on réalise un coiffage ou une pulpotomie, donc on va permettre à la dent immature de terminer son édification naturellement parce qu'elle est vivante. C'est pour ça qu'on parle d'apexogénèse. Par contre, si on est en face d'une dent nécrosée et cette dent n'a pas terminé son édification, c'est une dent immature, donc la thérapeutique est appelée apexification. Là, on va réaliser des obturations canalaires avec de l'hydroxyde de calcium. On va remplir le canal avec de l'hydroxyde de calcium et on va le laisser et on peut le renouveler à chaque fois parce qu'il est résorbable jusqu'à l'édification radiculaire, c'est-à-dire la fermeture de notre apex. C'est ce qu'on appelle par apexification, thérapeutique d'apexification parce que c'est pas vivant. Par contre, là, c'est vivant. La dent est encore vivante et on peut avoir une fermeture apicale naturelle. Par contre, là, on n'aura pas de fermeture apicale naturelle, on aura formation d'une barrière au niveau apical. C'est bon? Oui, Mademoiselle? madame, c'est clair. Très bien, merci. Alors, également, on va utiliser ce produit, l'hydroxyde de calcium, en cas de perforation iatrogène, fracture radiculaire. Perforation iatrogène, c'est-à-dire que c'est le praticien qui provoque la perforation. Comme on a vu la dernière fois dans le TD de la cavité d'accès. Si vous réalisez votre cavité d'accès, vous risquez de provoquer une perforation au niveau du plancher. Donc, vous pouvez mettre de l'hydroxyde de calcium au contact ou un MTA. Je crois que c'était la dernière fois, il y a eu une étudiante qui m'a posé cette question et je lui ai dit qu'on peut mettre du MTA ou de l'hydroxyde de calcium. Les fractures radiculaires, en cas de fracture également, vous pouvez utiliser ce produit. Les résorptions radiculaires également, et il peut être utilisé comme médication temporaire intracanalaire dans les traitements des canaux infectés. Donc, je vous ai expliqué ça également. Alors, hémorragie, on a parlé de ça. On peut utiliser l'hydroxyde de calcium. Également, donc voilà, on a parlé de ça. Tout ça, on a parlé de ses qualités. Alors, donc on termine avec l'hydroxyde de calcium comme produit de médication interséance. On passe aux antibiotiques locaux. Alors, les antibiotiques locaux sont bactéricides ou bactériostatiques, donc ils sont ces qualités. Ils ne sont pas irritants pour les périapex. Donc, ces antibiotiques sont parfois associés à des anti-inflammatoires et ils sont introduits dans le système canalaire à l'aide d'une lime ou d'un bourre-pâte dans le but de réduire rapidement les manifestations aiguës. Donc, ces produits, vous allez les trouver sous forme de liquide et vous allez les introduire à l'intérieur du canal grâce à un bourre-pâte lentulo ou bien avec une lime. Moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé ces antibiotiques et je n'aime pas les utiliser. Pourquoi? Parce que moi, je préfère le traitement endodontique et l'utilisation des irrigants qui vont me permettre d'avoir une bonne désinfection. Mais bon, généralement, il y a certains dentistes qui les utilisent encore quand on a des manifestations aiguës au cours de nos thérapeutiques endodontiques. Si on a fait, par exemple, un dépassement avec les instruments et tout, on peut provoquer des réveils aigus au niveau périapical. Donc, vous pouvez injecter ces antibiotiques.
il faut se mettre en tête que quand vous avez des douleurs, ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser des antibiotiques. D'accord? On utilise des antalgiques si on a une douleur. On n'utilise pas des antibiotiques. Les antibiotiques, ça veut dire qu'il y a une infection. L'antibiotique ne peut en aucun cas se substituer à un acte chirurgical. Si vous avez un abcès, on préfère faire un drainage. On ne préfère pas donner ou injecter des antibiotiques. De plus, aujourd'hui, il est clairement démontré que la pulpite n'est en aucun cas une indication d'antibiotique. Si vous avez un patient qui se présente chez vous et je vous dis que j'ai mal et après votre examen clinique, vous voyez que c'est une pulpite, donc on ne prescrit pas d'antibiotiques et on n'injecte pas d'antibiotiques. L'emploi de ces médicaments, donc, n'est plus recommandé aujourd'hui pour le traitement des infections endodontiques en raison, entre autres, des problèmes de résistance et de toxicité locale. Donc, son utilisation, moi, je vous déconseille de les utiliser. On parle de ces produits juste pour savoir et connaître que c'est des produits qui existent, qui ont été utilisés largement avant, mais actuellement, je crois, bon, à mes connaissances, ils ne sont pas utilisés, d'accord? Sauf peut-être certains, mais c'est pas. Mais de préférence, ne pas les utiliser, de préférence faire une bonne mise en forme canalaire avec une bonne désinfection. Les corticostéroïdes également, c'est des AIS, donc leur utilisation, le but de leur utilisation, c'est d'accélérer la résorption de la réaction inflammatoire aiguë. Quand vous avez une réaction inflammatoire aiguë, on utilise des corticostéroïdes. Donc, on a comme exemple la dexaméthasone. Donc, elle diminue la douleur, d'accord, en 24 heures, mais elle provoque une altération des réactions de défense de l'organisme. Donc, comme pour les antibiotiques, on préfère ne pas les utiliser, d'accord. On préfère toujours les thérapeutiques endodontiques chimiques et mécaniques et on évite d'utiliser ces produits. Donc, ces médicaments sont des agents toxiques agissant localement et leur usage systématique comme médicament intracanalaire est déconseillé. On a des antalgiques pulpaires également qui sont les nécrosants, les arsénieux et les non-arsénieux. Vous avez vu ces produits dans le cours des anesthésiques, ou plutôt où vous avez parlé des anesthésiques avec Dr Mehoubi, je crois. C'est des produits également dangereux. C'est vrai que c'est des antalgiques pulpaires, mais c'est des produits très, très dangereux et il ne faut pas les utiliser actuellement. Donc, nécrosant, les phénols, j'ai parlé de ces produits tout à l'heure. C'est des produits à déconseiller. Ailleurs, dans les pays européens, ils ne les utilisent plus parce que c'est des produits qui ont un potentiel toxique et cancérigène. Voilà, donc l'usage des antibiotiques et des corticoïdes locaux comme médicaments intracanalaires ainsi que les antalgiques pulpaires sont aujourd'hui déconseillés à ne pas les utiliser. C'est juste pour vous dire que ça existait. D'accord? On passe au dernier chapitre qui est les matériaux d'obturation canalaire et leurs solvants. C'est pourquoi on parle de leurs solvants parce que parfois, quand on veut réaliser des restaurations complexes, on a besoin d'éliminer une partie de l'obturation canalaire. Donc, on va utiliser des solvants. Mais surtout, ces solvants vont être utilisés quand on veut faire une reprise de traitement. C'est-à-dire que l'obturation canalaire a été mal faite ou la préparation canalaire, elle était mauvaise ou mal faite. Donc, on refait toujours notre traitement canalaire et obturation canalaire en utilisant ces solvants. Donc, on va parler des solvants de ces matériaux d'obturation canalaire. Alors, en parlant des matériaux d'obturation canalaire, ces matériaux sont soit des ciments de scellement ou des pâtes d'obturation. D'accord? Et ces ciments de scellement et ces pâtes d'obturation sont généralement les mêmes, sauf qu'ils sont différents dans leur utilisation, c'est-à-dire comment on va les utiliser. Parfois, on a un seul produit qu'on peut utiliser comme ciment de scellement
et comme pâte d'obturation. D'accord? Donc, l'appellation est différente selon leur utilisation. Donc, on a des pâtes introduites au lentulo sont utilisées seules ou en technique monocone. Donc, la technique monocone, vous allez la voir avec Madame Hadji. Également l'obturation au lentulo. Et les ciments de scellement sont utilisés en fin film avec de la gutta ou avec un polymère synthétique condensé. C'est-à-dire que les pâtes d'obturation, vous allez remplir votre canal avec une pâte d'obturation. C'est-à-dire que vous allez combler le canal. D'accord? Par contre, un ciment, vous n'allez le mettre qu'au niveau des parois. Un fin film de ce produit. C'est-à-dire que vous allez le badigeonner, la paroi canalaire, avec ce ciment de scellement et mettre ensuite des cônes de gutta perca à l'intérieur. D'accord? Ça, la différence entre pâte et ciment de scellement. Donc, ces deux techniques d'obturation, vous allez les voir avec Madame Hadji. Il ne faut pas avoir peur. Vous allez les comprendre. Alors, donc, pour les ciments, ces ciments de scellement, vous voyez ça en image, c'est des ciments de scellement, ils vont vous assurer l'étanchéité apicale et le joint entre la gutta et les parois dentinaires. Donc, ils vont permettre l'étanchéité. L'étanchéité apicale et le joint entre, pardon, j'ai refait là, ça c'est la même chose. Donc, ils vont permettre l'étanchéité au niveau apical, au niveau du périapex. Également, ils comblent les vides au sein de la masse de gutta. Il favorise l'obturation des variations anatomiques, canaux latéraux, delta apicaux, isthme. Vous allez, si vous allez surfer sur Internet, vous allez avoir des images d'obturation canalaire avec ces ciments de scellement et avec de la gutta perca. Et vous allez avoir même l'obturation des canaux accessoires et latéraux. C'est des belles images, vous pouvez les voir sur Internet avec des obturations magnifiques avec le ciment de scellement et la gutta perca. Il facilite la mise en place du maître-cône et crée un milieu défavorable au développement bactérien, puisque c'est des produits antibactériens. Donc, vous allez les mettre et vous allez assurer un milieu antiseptique canalaire. Et également, quand vous allez utiliser ces ciments, vous allez mettre vos cônes de gutta à l'aise sans difficulté. C'est-à-dire que c'est des techniques d'obturation qui sont très, très faciles. D'accord? Alors, donc actuellement, il existe 5 types de ciments de scellement. Soit à base d'oxyde de zinc ou eugénol, c'est ce que vous allez utiliser en clinique. Donc, il est utilisé comme ciment de scellement et il est utilisé également comme pâte d'obturation canalaire. D'accord? L'eugénate, l'oxyde de zinc eugénol. Il y a certains produits, il est utilisé comme ciment de scellement, d'hydroxyde de calcium. Vous badigeonnez les parois canalaires seulement avec, vous prenez soit une lime, soit une lime K ou une broche stérile bien sûr. Vous mettez du produit, vous imbibez, plutôt vous mettez le produit sur la lime, sur la partie active de la lime. Vous l'introduisez dans le canal et vous badigeonnez seulement les parois, tout simplement. C'est très facile. Donc là, le canal, donc vous badigeonnez seulement les parois. Vous n'allez pas combler le canal avec Également, il y a des polymères résineux, également, que vous pouvez utiliser. D'accord? C'est des produits, c'est des ciments de scellement et des verres ionomères également spéciales pour l'obturation canalaire. D'accord? Il y a des verres ionomères pour l'obturation coronaire. Également, il y a des verres ionomères utilisés comme ciment de scellement. Vous pouvez le trouver sous forme de poudre que vous préparez, poudre et liquide, ou bien sous forme de seringue, prêt à l'utilisation. Il y a également de nouveaux matériaux adhésifs à base de résine hautement chargés, comme le système résilient. Vous voyez là, c'est des images des systèmes d'obturation des matériaux, nouveaux matériaux adhésifs. Donc là, vous avez les cônes de gutta, d'accord? Et là, vous avez le ciment de scellement. Et là, c'est des adhésifs, d'accord? Donc, vous allez mettre les adhésifs
à l'intérieur du canal. Vous badigeonnez avec ces brossettes. Vous voyez ces brossettes. Vous allez badigeonner tout le canal, d'accord, avec ces adhésifs. Ensuite, vous allez injecter un peu de ce ciment de scellement. Alors, vous allez injecter un peu de ciment de scellement et vous allez également badigeonner avec ces brossettes tous les parois canalaires. Également là, vous voyez des cônes de gutta et le ciment de scellement spécial pour le fameux produit qu'on utilise. Internet est instable. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend? Vous m'entendez encore, d'accord? Vous êtes encore là? Oui, madame. Très bien, d'accord. Donc, la Guttaperca, c'est un produit d'obturation canalaire. C'est le produit que vous allez beaucoup utiliser. Donc, c'est un produit, c'est un polymère de l'isoprène qui est naturel et qui provient de la sécrétion d'un arbre exotique malaisien, de la Malaisie, vient de la Malaisie. Il s'appelle le Palaquium gutta. D'accord? Donc, il existe sous deux formes qui se différencient par leurs propriétés thermiques et volumétriques. Donc, vous avez la forme alpha ou A, qu'on appelle A également, qui est la forme naturelle. C'est la forme naturelle. Donc, c'est l'arbre de la Guttaperca, d'accord? C'est l'arbre. C'est les feuilles et tout, les fleurs de la Guttaperca. Donc, vous avez la forme naturelle. C'est la forme naturelle, on ne va pas l'utiliser. Donc, cette forme naturelle va subir un traitement thermique et un traitement chimique et elle va nous donner la forme bêta ou la forme B qu'on va utiliser dans nos traitements, dans nos obturations canalaires. D'accord? Donc, elle a subi un changement chimique pour pouvoir la manipuler et pouvoir l'utiliser ou l'injecter à l'intérieur du canal parce qu'il y a soit des cônes de gutta ou des formes injectables. Je vais vous montrer les images. Donc, ce que vous allez utiliser en chirurgie dentaire, en endodontie, on a trois composants. On a on a ces trois composants dans la Guttaperca qu'on utilise en endodontie. Donc, parmi les produits ou la matière organique, on a de 20 à 25% de Guttaperca. On a des agents plastifiants, 3% de cire et résine pour améliorer la malléabilité. Malléabilité, c'est-à-dire que malléable, c'est-à-dire on peut l'utiliser, on peut la modifier facilement. On a des composants minéraux comme l'oxyde de zinc de 60 à 65% pour conférer des propriétés antibactériennes et le sulfate de barium à 11% pour augmenter la radio-opacité. Radio-opacité pour pouvoir la visualiser à travers les radios. On a d'autres composants comme les colorants, les rétrosines et des traces de minéraux et de métaux. Alors, cette Guttaperca, donc, elle s'oxyde au contact de l'air, d'accord? Et ça entraîne des modifications physiques, donc il est nécessaire de les garder au frais et à l'abri de la lumière. Elle n'est pas soluble dans l'eau, d'accord? Mais elle peut être dissoute dans des solvants comme l'halotène, le chloroforme et l'eucalyptol. C'est des solvants de la Guttaperca. Elle est malléable, elle est plastique. La compressibilité du matériau lui permet de s'adapter aux parois canalaires lors du compactage à froid ou mieux au chaud. Donc, ces deux techniques, vous allez les voir dans le cours d'obturation canalaire. Le compactage de la Guttaperca à froid et le compactage à chaud de la Guttaperca. Donc, elle subit également des changements de structure sous l'effet de la température. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire des obturations, des techniques d'obturation à chaud. C'est-à-dire qu'on applique de la chaleur sur la Guttaperca et elle va diffuser
dans le système canalaire et elle va permettre de nous donner une bonne obturation du système canalaire. Également, elle n'est pas toxique, elle n'est peu ou pas toxique et elle montre ou non des réactions inflammatoires chroniques en fonction des marques. D'accord? Donc, tout dépend. Il y a certains gutta-perca qui ne provoquent rien. Il y a d'autres qui peuvent provoquer quelques réactions, mais c'est très minime, mais c'est tout dépend des marques. Elle n'est pas résorbable, elle ne se résorbe pas. Donc, si vous faites un dépassement dans l'espace périapical, vous dépassez la partie périapicale, là, le cône de Gutta va être considéré comme un corps étranger et il va provoquer des réactions de l'ordre local, d'accord? C'est-à-dire que vous n'aurez pas de réaction d'ordre général, mais d'ordre local. Au niveau périapical, vous allez avoir une réaction périapicale. Et elle ne va pas se résorber, sauf si vous éliminez le gutta-perca, soit par une chirurgie, généralement par une chirurgie. Donc, la gutta-perca est par sa nature non stérilisable. On ne peut pas la stériliser comme les instruments que vous utilisez en endodontie. D'accord? On ne peut pas la stériliser dans l'autoclave ou dans l'autoclave. Comment on la désinfecte ou on la décontamine? Donc, on va la tremper pendant 4 à 5 minutes dans l'hypochlorite de sodium à 2,5% jusqu'à 5,25% suffira pour la décontamination. Donc, c'est comme ça qu'on décontamine la gutta-perca. Donc, on a deux types. On a deux types qu'on utilise en endodontie. On a les cônes normalisés et on a les cônes non normalisés. Alors, les cônes normalisés, c'est comme ces cônes. C'est des cônes où on a des numéros. Ces numéros suivent les numéros que vous utilisez dans les instruments de la préparation canalaire. Dans les broches, racleurs et tout, vous allez utiliser ces numéros. Dans le TD, vu que vous n'avez pas terminé le cours de l'instrumentation, on va parler du mot ISO, d'accord? De ce mot ISO, conicité ISO. Je vais vous l'expliquer dans le cours, dans le TD de la préparation canalaire. On va parler de cette conicité. Donc, ces cônes de Gutta normalisés, ils vont suivre cette conicité ISO des instruments endodontiques, des broches, racleurs et tout. La conicité ISO, elle est à 2%, d'accord? C'est une conicité, c'est-à-dire constante, où on a ces différents numéros, d'accord? C'est les cônes de Gutta normalisés, d'accord, ou standardisés. On appelle normalisés ou standardisés. Par contre, ces cônes de Gutta, c'est des cônes de Gutta non normalisés ou non standardisés. C'est-à-dire que vous allez trouver une boîte medium, une boîte XX fine, une boîte fine. C'est des cônes de Gutta que vous allez utiliser dans les nouveaux techniques d'obturation canalaire. Par exemple, c'est ce que vous allez utiliser dans les techniques d'obturation, c'est-à-dire en chauffant la gutta-perca, c'est-à-dire la condensation à chaud de la gutta-perca, vous allez utiliser ces cônes de Gutta. Donc, il y a différents diamètres, bien sûr. Le médium, c'est selon le diamètre de votre canal. D'accord? Si vous avez un canal large, vous allez utiliser, par exemple, médium. Trop large, vous allez utiliser un diamètre plus important. D'accord? Donc, c'est selon le diamètre de vos canaux. Donc, les conicités ISO, c'est les cônes de Gutta qui suivent les conicités ISO. Et ces cônes de Gutta suivent les conicités majorées. D'accord? Il y a d'autres formes de gutta-perca. Là, c'est le thermafil. Vous allez parler de ça dans les techniques d'obturation canalaire. Le thermafil, c'est une technique d'obturation canalaire où ils utilisent ces cônes préfabriqués de gutta-perca. Là, c'est de la gutta-perca. Elle est enrobée sur cette tige. D'accord? Il y a cette tige et elle est enrobée par la gutta-perca.
Et vous allez, quand vous terminez votre préparation canalaire, vous allez assécher votre canal, mettre un ciment de scellement sur les parois canalaires et ensuite, vous allez réchauffer dans, dans les techniques d'obturation de monocone, c'est-à-dire avec de l'eugénate et cône de guitare. Vous allez également le voir avec Madame Hadji. Elle va bien vous expliquer les techniques d'obturation canalaire. Et elle va vous parler des cônes de guitare per cas standard et non standard. Je voulais juste vous montrer ce type. Donc, c'est une technique d'obturation canalaire qu'on appelle le thermafil. Donc, c'est des cônes de guitare prêts à l'emploi, utilisés seulement pour cette technique, la technique thermafil. Vous allez également voir avec Madame Hadji. Donc, c'est cônes de guitare. Donc, on a, attendez. Alors. Donc, vous avez ces tiges en noir, d'accord? Il y a une tige noire, et cette tige va être enrobée avec de la guitare, ce que vous voyez en rose, d'accord? Il y a un appareil spécial. Il y a un appareil spécial qui va vous chauffer ce cône de guitare. Dès qu'il est chauffé, vous allez l'introduire dans le canal. Bien sûr, après avoir asséché votre canal, badigeonné les parois par un ciment de scellement. Ensuite, vous allez introduire. Bien sûr, là, vous avez calculé votre longueur de travail et vous avez tout fait, bien sûr. Vous allez introduire cette tige complète. Et quand vous allez l'introduire, vous allez vous allez prendre une turbine et vous allez couper à ce niveau. D'accord? À ce niveau, vous allez couper, vous allez la laisser toute cette partie à l'intérieur. Donc, c'est des cônes de guitare utilisés spéciales pour la technique thermafil. D'accord? C'est la seule technique où vous allez trouver des cônes de guitare spéciales. D'accord? Pour la technique. Sinon, on utilise généralement des cônes non standards ou non normalisés pour les conicités majorées. On va parler des conicités majorées après. Voilà. Et sinon, vous allez utiliser également des cônes de guitare normalisés ou standardisés pour les conicités ISO. D'accord? Ne vous inquiétez pas, on verra ça en TD. Alors, le deuxième produit que vous allez utiliser pour l'obturation canalaire, c'est le minéral trioxyde aggregate. On a parlé de ce produit dans les coiffages, d'accord? Vous allez également l'utiliser en obturation canalaire, comme ciment de scellement, d'accord? Il est utilisé ou commercialisé sous le nom de ProRoute pour scellement canalaire. Pour le scellement canalaire, ces ProRoute que vous allez utiliser, c'est Dentsply Mayfair qui les commercialise, d'accord? Donc, il est composé par oxyde de calcium, dioxyde de silicate, oxyde de fer, sulfate de calcium, oxyde de magnésium et oxyde de sodium. Donc, vous allez le trouver en poudre blanche, voilà, avec des dosettes de liquide. Sinon, vous pouvez le trouver également pré-dosé, prêt à l'emploi. Vous allez trouver également, bon, avant, ils utilisaient une poudre grisâtre, mais vu la coloration et tout, donc, ils utilisent actuellement la poudre blanche, elle est mieux utilisée. Donc, il a un pH basique de 10,2 après malaxage et il va atteindre le 12,5 après 3 heures. Puis, il reste constant. C'est-à-dire qu'il a toujours un pH basique. D'accord? Il présente une radio-opacité supérieure à la dentine. Il n'est pas soluble dans l'eau et les fluides buccaux. Il résiste à la compression et il a une bonne adaptation marginale aux parois dentaires et une bonne capacité de scellement qui n'est pas perturbée par la présence d'humidité ni de sang. Donc, toutes ces propriétés, on a vu ensemble dans les coiffages. Faible cytotoxicité, il a un pouvoir antibactérien, il est biocompatible, il n'y a pas de réaction, de rétraction de prise, il ne se rétracte pas. Il est aussi un matériau non résorbable, c'est très intéressant, le non résorbable. Pouvoir d'antilogène, cicatrisant à son contact, il induit la formation de tissus durs, il a un pouvoir inducteur sur les sémentogènes
sur la cémentogénèse et ostéogénèse. Donc, on a parlé de ça dans les cours de coiffage dentaire, dentinaire et pulpaire. Donc, quand je vous ai dit, c'est une poudre blanche, d'accord, afin de limiter les dyschromies dentaires secondaires. Donc, il doit être conservé comme les autres produits, à l'abri de l'humidité. Sa préparation se fait par mélange avec de l'eau stérile. Il faut de l'eau stérile dans un rapport de 3 MTA pour 1 eau stérile. C'est-à-dire, vous allez utiliser 3 quantités de MTA si vous n'avez pas si le produit n'est pas utilisé, n'est pas prédosé. Donc, si vous avez la poudre et le liquide devant vous, vous allez utiliser une quantité de MTA avec une quantité d'eau stérile. 3 quantités de MTA, pardon, avec une quantité d'eau stérile sur, bien sûr, un support de verre ou de papier glacé. Vous allez le mélanger avec une spatule en plastique ou bien métallique. Donc, vous pouvez utiliser les deux. On obtient un gel colloïdal. Il se présente aussi sous forme de petites dosettes. Donc, l'excès d'humidité peut être éliminé avec une compresse. Si vous avez mis trop d'eau, donc vous pouvez prendre une compresse stérile et assécher l'eau qui est en excès. Le temps de prise, il est de 3 heures, c'est-à-dire quand vous allez faire votre obturation canalaire, après 3 heures ou 4 heures, vous pouvez intervenir et faire la restauration coronaire. Le MTA doit être préparé immédiatement avant son utilisation. Il ne faut pas le préparer et le laisser pendant plusieurs heures avant de son utilisation parce qu'il se déshydrate et prend la consistance de sable sec. Et sa condensation se fait soit par compactage aux ultrasons, vous pouvez utiliser les ultrasons pour le mettre en place, ou bien les fouloirs à gutta-perca ou avec de gros cônes de gutta. Donc les fouloirs, c'est les fouloirs que vous pouvez utiliser. C'est des fouloirs de gutta-perca. Il y a les fouloirs de Schilder et tout. Bon, il y a plusieurs types. Donc vous pouvez utiliser pour mettre en place le MTA à l'intérieur du canal, d'accord? Vous pouvez utiliser ces différents types de fouloirs et vous pouvez utiliser les ultrasons ou bien un cône de gutta de gros diamètre pour badigeonner les parois canalaires avec le MTA. Vous avez également la biodentine que vous pouvez utiliser comme produit intracanalaire. D'accord? Ce produit, on l'a vu ensemble également. Il est utilisé en capsule unidose avec une partie liquide et une partie solide que vous mélangez avec un vibreur, un appareil spécial pour ça. Donc, son temps de prise, il est de 9 à 12 minutes. C'est-à-dire, il prend directement et vous pouvez faire votre restauration coronaire dans la même séance. Donc, les propriétés mécaniques de la biodentine en termes de dureté et de résistance. Donc, on a parlé de tout ça, de toutes ses propriétés. C'est un produit, c'est un substitut dentinaire. Donc, il a toutes les propriétés de la dentine. D'accord? C'est un très bon produit à utiliser actuellement et il est biocompatible et tout. Donc, il n'est pas toxique et il n'est pas mutagène. Et il a les mêmes indications cliniques que pour le MTA. Donc, vous allez l'utiliser dans toutes les indications cliniques citées pour le MTA. Donc, ces deux produits, la biodentine et le MTA, ils sont toutes les deux, c'est des produits biocompatibles, inducteurs de tissus minéralisés, mais il semble actuellement que la biodentine possède certaines qualités physico-chimiques supérieures à celles du MTA. Bon, il n'y a pas assez d'expérience, mais selon les études qui ont été faites récemment, ils ont trouvé que la biodentine est mieux utilisée que le MTA. Ça veut dire qu'elle a des bons effets, des bonnes conséquences meilleures que par rapport au MTA. Alors, quels sont les solvants qu'on peut utiliser si on veut éliminer ces produits d'obturation canalaire ou ces ciments de scellement canalaire? Il y a certains solvants utilisés spécialement pour la gutta-perca, d'accord? Ils ont le pouvoir de ramollir la gutta-perca, Donc, on a le benzène, c'est des produits solvants.
c'est-à-dire que vous pouvez trouver au niveau des comptoirs dentaires. Donc, il est efficace, il est très inflammable, il est toxique, malheureusement, hautement carcinogène. Son utilisation en endodontie est totalement injustifiée. D'accord? Donc, ils les utilisent plus. La chloroforme a longtemps été utilisée comme solvant de choix de la gutta-perca, c'est le meilleur solvant. En revanche, la gutta dissoute par le chloroforme est refoulée dans l'espace périapical et peut être responsable de réactions inflammatoires persistantes. Donc, il y a un risque de refoulement après dissolution par la chloroforme. On a l'essence de térébenthine. C'est un solvant également, c'est une huile éthérique qui possède un faible pouvoir solvant, mais on peut l'utiliser également comme solvant de gutta-perca. On a l'eucalyptol, qui est une huile aromatique de l'eucalyptus. Elle n'est pas considérée comme cancérigène potentielle, mais le produit est irritant au contact et par inhalation de ces vapeurs. Donc, on doit les utiliser avec précaution. Il faut toujours prendre des précautions pour utiliser ces produits. On a également l'halotène, qui est un solvant de la gutta-perca. C'est un hydrocarbure fluoré et un gaz très volatile. Son pouvoir solvant sur la gutta-perca donc, est puissant, bien qu'inférieur à celui de la chloroforme. Pour la pâte de génate, vu qu'on utilise trop de génate dans nos obturations canalaires, donc on a besoin d'un bon solvant qui va nous aider à désobturer le canal. D'accord? Donc, le génol est un antiseptique et et un analgésique, comme vous le savez, qu'on trouve dans les clous de girofle, le qaranfil. Donc, il est un constituant de nombreux produits destinés à l'obturation canalaire et il s'avère efficace comme solvant pour dissoudre ou du moins ramollir. On a le Gézolf comme produit commercial et le désoclusol que vous allez trouver beaucoup dans les comptoirs dentaires. En clinique, je crois que j'ai vu le désoclusol. Je ne me souviens pas très bien. Donc, ces produits sont très efficaces pour dissoudre la gutta-perca et les eugénates, mais ils doivent être utilisés avec précaution car ils s'avèrent toxiques et sont suspectés de carcinogénicité. Il ne faut pas respirer leur vapeur et ils conseillent de se protéger lors de leur utilisation. Utiliser des masques et des bavettes, doubler les bavettes s'il le faut. Donc, tous ces solvants, c'est des solvants toxiques, doivent être utilisés en cas de retraitement avec prudence. Toujours travailler avec de petites quantités et se protéger bien au cours de leur utilisation. Alors, comment on va les utiliser? Donc, après nettoyage de la cavité d'accès, bien sûr, je vous ai dit tout à l'heure pourquoi on fait une reprise de traitement où on désobture le canal. Quand on a réalisé une mauvaise obturation canalaire, on sera obligé de désobturer. Donc, pour désobturer, il faut utiliser ces produits. D'accord? On utilise également les instruments rotatifs. D'accord? Il y a des forêts spéciales. Je vous ai montré la dernière fois les forêts Largo. On peut les utiliser dans la reprise de traitement en associant ces produits, les produits chimiques avec le travail mécanique. D'accord? Et on utilise également les instruments manuels, les broches et les racleurs pour désobturer. Donc, quand on réalise l'élimination de toutes les restaurations et on a préparé et nettoyé notre cavité d'accès, on va localiser d'abord les canaux grâce à une sonde, bien sûr, de Rein. Vous pouvez utiliser la sonde de Rein. Et qu'est-ce qu'on va mettre? Avec la sonde, on peut éliminer un peu du produit d'obturation à l'entrée canalaire ou bien avec un excavateur endodontique. Donc, on va mettre quelques gouttes de solvant, soit à l'aide d'une pipette dans la chambre et de dégager les entrées canalaires à l'aide d'une sonde endodontique type DG16 ou bien une autre forme de sonde que vous allez utiliser pour le traitement endodontique. D'accord? Donc, vous allez mettre quelques gouttes seulement dans la chambre pulpaire au contact des entrées canalaires. Ensuite, vous allez désobturer soit avec une lime manuelle ou mécanisée en renouvelant le solvant à la demande jusqu'à ce que l'extrémité de l'obturation soit atteinte. Donc, avec les broches et les sondes manuelles, lime manuelle et mécanisée,
vous allez désobturer petit à petit votre canal. Donc, il ne faut pas aller rapidement, il ne faut pas essayer de désobturer tout le canal à la fois. Non, il faut essayer de désobturer même millimètre par millimètre. D'accord? Et durant cette phase de désobturation, l'instrument doit être essayé régulièrement avec une compresse dès que l'on sent une certaine résistance. C'est-à-dire que quand vous allez faire votre désobturation avec des limes manuelles ou mécanisées, donc dès que vous allez enlever vos instruments, vous avez devant vous une compresse stérile où vous allez éliminer tous les débris que vous avez éliminés avec ces limes, avec une compresse. D'accord? Il faut toujours avoir cette compresse devant vous. Également, à chaque fois que vous éliminez une partie de votre obturation canalaire, vous allez irriguer. Vous allez irriguer soit avec de l'hypochlorite de sodium ou avec un autre produit que vous pouvez utiliser. Mais généralement, on utilise de l'hypochlorite de sodium. D'accord? Le canal, quand vous allez terminer votre désobturation canalaire, d'accord, vous allez nettoyer, rincer abondamment votre canal avec de l'eau du sérum physiologique ou avec de l'eau traitée. Et vous allez faire votre obturation canalaire, une bonne obturation canalaire, bien sûr. Au cours de cette désobturation également, vous pouvez à chaque fois prendre des radios rétroalvéolaires de contrôle pour voir est-ce que vous n'avez pas dérapé, est-ce que vous êtes dans le canal, surtout si on utilise des instruments mécanisés. D'accord? Donc, vous pouvez prendre des radios de contrôle. Il faut savoir qu'il n'y a pas de solvant universel qui va vous permettre d'éliminer tous les matériaux d'obturation. Donc, on a tous ces produits qu'on peut associer, on peut utiliser au fur et à mesure et essayer ce qui va en mieux pour la désobturation. L'efficacité du produit va augmenter avec le temps de contact, c'est-à-dire si vous allez laisser le produit pendant 1 minute, il va agir moins que si vous allez le laisser pendant 2 minutes. D'accord? Donc, il est conseillé de le laisser plus de temps, mais il ne faut pas le laisser en interséance. Jamais laisser ces produits en interséance dans la cavité d'accès parce que c'est dangereux. Les solvants sont toxiques et ne doivent pas être refoulés dans l'espace périapical. Donc, il faut à chaque fois irriguer, éliminer tout ce que vous avez utilisé comme produit, comme solvant. D'accord? Donc, on termine. Marhaba, à la fin, elle est là. Alors, donc, on a parlé de tous ces produits qu'on pourra utiliser pendant toute la partie ou toute la période de votre traitement endodontique. Il y a certains produits qui ne sont pas toxiques, il y a certains produits qui sont toxiques, mais même les produits qui ne sont pas toxiques, il faut travailler avec ces produits avec prudence parce que même l'hypochlorite, si on va l'utiliser, par exemple excessivement, il peut provoquer des dégâts. Par exemple, si vous allez injecter de l'hypochlorite de sodium à l'intérieur du canal et s'il diffuse dans les tissus périapicaux, il peut provoquer des dégâts, des nécroses et tout. Bon, vous allez avoir un cours sur ça, je crois que l'année prochaine. Mais il faut savoir que tous les produits qu'on a cités aujourd'hui, il faut les utiliser avec modération et avec précaution. Il ne faut jamais oublier ça. D'accord? Voilà, on a terminé ce cours. J'espère que vous avez bien compris. Désolée pour tout ce qui s'est arrivé de coupures. Les coupures, je suis désolée pour ces coupures. D'accord? Donc, est-ce que quelqu'un a une question? Est-ce que vous avez compris? Si vous n'avez pas compris, vous pouvez me... Madame, j'ai pas de questions, mais je veux dire, Saha alaykoum à l'avance. C'est qui? C'est qui l'étudiant?